Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en céréales et maïs à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux quatre coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 15 agriculteurs bio wallons pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer des pesticides en céréales dans le cadre de rencontres en ferme réunissant producteurs, consommateurs et experts. Selon un sondage réalisé auprès de plusieurs producteurs, les principales adventices problématiques sont le rumex, suivi par la camomille et le gaillet, et finalement le chardon. Les maladies problématiques sont principalement l'oïdium et la rouille brune. Par nos rencontres sur le terrain et la revue de la littérature spécialisée, nous avons vu que les maladies et les ravageurs en culture céréalière bio n'étaient pas au centre des préoccupations des agriculteurs, mais davantage les adventices. Les agriculteurs bio rencontrés travaillent principalement en amont de leur culture grâce à des pratiques préventives qui garantissent de cultiver des plantes saines. Les pratiques curatives telles que le désherbage mécanique ne suffisent pas. La rotation est définie comme une succession de différentes cultures sur plusieurs années sur la même parcelle. Les producteurs nous disent que les objectifs de la rotation sont multiples, à savoir le maintien de la fertilité et de l'activité biologique du sol, la préservation de la santé des plantes, mais il s'agit aussi de sécuriser l'exploitation au niveau économique et de permettre une répartition de la charge de travail. L'installation en tête de rotation d'une prairie temporaire est classique pour les fermes en polyculture élevage. En effet, c'est le pouvoir de compétition de la fauche répétée sur plusieurs années qui va avoir une incidence sur les adventices. Le chardon, par exemple, est très bien maîtrisé par cette culture. Néanmoins, lors de nos rencontres, nous avons vu que cette tête de rotation est tout aussi importante dans une ferme en grande culture. Il s'agit alors de valoriser l'herbe bio sur le marché. Sur le même principe que les métaies, cultiver des espèces différentes est tout aussi bénéfique pour la robustesse et la couverture du sol, et donc la compétition face aux adventices. Place à Eddy Montigny qui nous rappelle l'importance de l'association. Ce qui reste ici, c'est du dactyle, c'est la graminée qu'on voit ici, et du trèfle blanc. Alors moi je mets toujours du trèfle blanc dans mon mélange. Ça c'est la meilleure preuve que ça marche. Quand vous avez un trou dans la luzerne, le trèfle blanc prend le dessus, et au moins il n'y a pas de trou, la terre n'est pas nue. Donc, voilà. Depuis que Christian est passé en bio, ses critères de sélection de variétés vont changer. Pour lui, le critère maintenant le plus important est la hauteur de paille. Plus celle-ci est haute, plus elle va être concurrentielle. Par ailleurs, comme on peut le voir, Francis Dumortier hiérarchise ses critères de sélection différemment de Christian. Enfin, Eddy Montigny, de son côté, préconise de mélanger 2 ou 3 variétés bio ensemble, de même précocité, mais pas de même port au niveau du feuillage. Ainsi, on assure une couverture du sol optimale, ce qui signifie moins d'adventices, et en termes de résistance et de robustesse, ça sera toujours un plus. Concernant le travail du sol en interculture, Philippe Mattei dit « Quand je ne laboure pas, je réalise quand même un travail profond de décompactage avec l'actisol. Le travail est alors plus profond que le labour agronomique, mais de cette manière, il ne retourne pas la couche du sol. » Les producteurs nous racontent que le déchômage est le déstockage de la banque de semences. Il permet de la diminuer. Le premier déchômage est pratiqué après la moisson. Celui-ci permet de stopper le développement des adventices encore jeunes, déjà présents dans la culture de céréales, qui profiteront de l'humidité pour germer. Il s'agit de veiller à ne pas la faire trop profond afin de ne pas activer la minéralisation du sol et ne pas envoyer des graines prêtes à germer en profondeur. En cas d'adventices de type vivace, le déchômage pourrait être plus profond et réalisé avec un outil à dents afin de les faire ressortir en surface. On répétera en fonction de l'état des parcelles et de la météo. Beaucoup de producteurs font des faux semis. Le faux semis, c'est préparer son sol comme si on allait semer, préparer un lit de germination afin de favoriser la levée des adventices en surface. Ensuite, lors du deuxième passage, elles seront détruites. Il s'agit de procéder de moins en moins profond afin de ne pas faire remonter de nouvelles graines en surface. Le travail peut être effectué avec une herséterie, une houe rotative ou encore un vibroculteur. Les caractéristiques du semis sont des leviers primordiaux dans une gestion sans pesticides. Quand semer ? Aujourd'hui, la littérature scientifique et les témoignages de terrain vont dans le sens de privilégier un semis tardif. On peut parler de semis tardif lorsqu'on sème après le 15 octobre dans le cadre d'une céréale d'hiver. On a même pu rencontrer des producteurs qui semaient jusqu'à la première quinzaine de décembre. Pour les cultures de printemps comme le maïs, les producteurs font d'abord des faux semis et posposent les semis pour que la terre soit bien réchauffée pour que le maïs pousse vite. Si le maïs est semé tôt, il végétera et les adventices n'ont pas besoin de 7 degrés pour pousser. Il ne faut donc pas avoir peur de postposer son semis. Les producteurs nous rappellent qu'il est important en bio de semer profondément. Il est conseillé de semer 1 cm plus bas que la normale. La profondeur de semis pour le maïs, par exemple, doit être d'au moins 5 cm pour éviter que les semences ne se fassent manger par les corneilles, pour garder l'humidité du sol, pour le passage avec le matériel de désherbage et pour permettre au système racinaire d'explorer plus profondément.
En termes de densité de semis, il est conseillé de semer plus dense qu'en conventionnel, car le désherbage mécanique provoque une perte de 10 à 15%. D'autres pratiques qui évitent les plantes indésirables, maladies ou ravageurs se font également avant, pendant ou après la moisson, comme l'écartement des menus pailles, des dispositifs contre les gros ravageurs comme sangliers et pigeons, le triage, séchage et stockage des céréales ou le passage encore de l'essimeuse. Le travail avec l'essimeuse exploite la différence de hauteur entre la culture et les adventices, afin de sélectionner les inflorescences de ces dernières et ainsi limiter la production de graines. Ceci est possible quand la différence est de l'ordre de 15 à 20 cm. Si l'essimage est pratiqué, il faudra faire attention à aménager des passages pour les roues du tracteur. Les méthodes curatives concernent principalement la gestion des adventices. Il existe 2 types d'actions mécaniques. Il s'agit du désherbage en plein ou encore à l'aveugle, avant la levée de la céréale, et du désherbage une fois la culture installée après la levée. On distingue aussi le désherbage de l'interligne et de l'intraligne. Ce qui est ressorti des rencontres, c'est qu'il n'y a pas 2 agriculteurs qui travaillent de la même manière. Certains agriculteurs ne désherbent pas du tout leurs céréales et d'autres n'hésitent pas à passer plusieurs fois l'hersétrie, suivie de la houe rotative, suivie encore par la bineuse. Chacun d'entre eux faisant selon ses conditions, son environnement et sa tolérance aux adventices. Il est également important de préciser que certaines adventices peuvent avoir des effets bénéfiques pour les cultures, en nourrissant et en abritant les auxiliaires de culture, en améliorant la qualité du sol ou en nous informant sur sa composition par exemple. Il n'est donc pas toujours nécessaire de toutes les éliminer. Écoutons Christian Schippers à propos du désherbage précoce avec la houe rotative. Le passage de cette machine-ci fait en sorte que toutes les petites mauvaises herbes, avec des petits fins filaments, soient cassées. On ne voit pas grand-chose, mais enfin voilà. Et donc ça me permet de faire un pré-nettoyage mécanique. Et donc ça permet vraiment de faire... De gagner 15 jours sur le fait que la culture grandisse. Et dans 15 jours, elle va supporter le passage de hersétrie, qui est une machine beaucoup plus agressive que la houe rotative. Pour le désherbage de l'interligne à un stade plus avancé de la culture, on utilise une bineuse. En culture de céréales, il faut un grand interligne. La bineuse est principalement utilisée en maïs, où l'interligne est de 45 à 75 cm. Dans les autres céréales, le binage est possible avec un interligne de 16 à 30 cm. La bineuse permet d'intervenir sur des adventices plus développés. Les socs de la bineuse déchaussent ou coupent les racines des adventices situées dans l'interligne. La précision de la bineuse va dépendre de son système de guidage. Une bineuse est plus ou moins agressive en fonction de la rigidité des dents sur lesquelles sont fixés les socs, ainsi que l'angle de pénétration dans le sol. En fonction de l'angle, le travail se fait plus ou moins profondément. Les possibilités d'outils sur la bineuse sont nombreux. Soc droit, pas de doigt, plat, doigt cresse. En ce qui concerne le maïs, il faut faire attention à ne pas aller trop bas avec la bineuse, car son système racinaire est fasciculé. Il y a des règles à respecter de distance par rapport à la ligne et de profondeur. Merci à tous les agriculteurs et structures d'accompagnement pour leurs témoignages inspirants sur les alternatives aux pesticides en céréales et maïs.